Bonjour à tous, bienvenue à cet autre rendez-vous pour en savoir un peu plus sur les premiers peuples. Mon nom est Serge Bonin, je suis directeur de la chaire publique Allier. Ce projet est produit par l'Université Laval en collaboration avec la chaire publique Allier. L'Allier, bien sûr, c'est l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. Ces belles rencontres que nous faisons ensemble pour découvrir l'unicité, la particularité de chacun des premiers peuples nous mènent à une conférence qui aura lieu le 4 mai. Comment mieux faire connaissance avec les premiers peuples. Donc, vous pouvez joindre l'événement Facebook sur la page Facebook de la chaire publique Allier pour avoir tous les détails, pour ne rien manquer de toutes ces diffusions. Notez que sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube, tout reste en ligne. Donc, ceux que vous avez manqués, vous pouvez les revoir. Aujourd'hui, si vous arrivez un peu plus tard, vous pourrez le revoir, vous pouvez le partager. Ça reste là, c'est des petites perles qu'on met en place et qu'on essaie de faire rayonner le plus possible. Aujourd'hui, c'est le 4e de nos rendez-vous. On a déjà fait les Inuits, les relations avec l'État, les Atikamekw. Cette semaine, on va faire jeudi la nation Anishinaabe, les Algonquins et la nation Wendat. Donc jeudi 10h30, vendredi 10h30, c'est 2 autres rendez-vous. Mais aujourd'hui, on a la nation Wolastoqiyik, donc Malécite, avec Édith Bélanger qui est avec nous. Bonjour Édith. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous pouvez bien sûr partager la rencontre d'aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez écrire dans les commentaires aussi vos questions, on pourra les acheminer en direct à Édith. Mention j'aime, ça fait toujours plaisir, c'est toujours une bonification pour le travail qu'on fait. J'en profite pour remercier Thomas qui est à la mise en onde, Marie-Ève qui est aux commentaires, donc qui pourra échanger avec vous en cours de cette belle rencontre. Alors, Édith, je vous présente rapidement votre bio. Vous êtes membre de la Première Nation Wolastoqiyik Wassibéguk, j'espère le prononcer comme il faut, je me suis pratiqué, donc la nation malécite, de Kakuna à Québec. Vous demeurez présentement dans les Laurentides et vous travaillez en tant que consultante au sein de l'équipe des revendications et négociations pour votre communauté, en plus de piloter différents projets culturels tels que le développement d'outils de réappropriation de la langue Wolastoqiyik. Vous êtes autrice de 2 livres qui portent sur la culture Wolastoqiyik. Vous avez été chroniqueuse pour Radio-Canada où vous signez une chronique hebdomadaire sur la plateforme Espace Autochtone. Vous êtes mère de 4 enfants. Vous êtes diplômée de philosophie de l'Université Laval et de l'ENAP en administration publique en contexte autochtone, en plus de faire partie du programme de fellowship de l'Institut de leadership Wabanaki de l'Université du Maine. Vous êtes également en processus d'apprentissage de la langue Wolastoqiyik et votre intérêt pour les cultures, traditions, rituels autochtones remonte à votre plus jeune âge et vous a poussé à étudier dans plusieurs domaines tels que le droit, l'herboristerie, les processus de guérison traditionnelle et vous êtes actuellement coordonnatrice du plan d'action et de lutte contre le racisme et la discrimination pour l'Association des Premières Nations Québec et Labrador. Donc, vous ne vous ennuyez pas, vous avez plusieurs chapeaux, plusieurs cordes à votre arc. J'aime ça être très occupée. Oui, c'est ce qu'on constate. En plus d'autres implications qui sont notées ici, vous siégez au conseil d'administration des productions Ondinoc, qui produit du théâtre, si je ne m'abuse. Effectivement, depuis 35 ans, les productions Ondinoc, qui est une maison de production théâtrale autochtone, gérée par des Autochtones. Donc, c'est vraiment, on célèbre cette année les 35 ans. Ouais. Bien, félicitations, c'est formidable. Vous êtes également au comité culturel et au comité de citoyenneté de la Première Nation Wolastoqiyik Wassibéguk. Et vous êtes au Wolastoq Grand Council et aux rencontres de la Confédération Wabanaki et de la Peace and Friendship Alliance en tant que maire de clan. Alors voilà l'ensemble de toutes ces obligations qui vous occupent. Là, j'ai lu que vous aviez déjà rédigé 2 livres, peut-être nous les présenter très brièvement pour qu'on puisse aller fouiller pour les plus curieux. Oui, en fait, il y a un ouvrage que j'ai rédigé pour les biens de la communauté. C'est un ouvrage qui résume un peu l'histoire de la communauté Wassibéguk et de la nation Wolastoqiyik aussi. Puis, à la deuxième partie de cet ouvrage-là, rapporte des légendes qui ont été adaptées, racontées et interprétées aussi. Donc, les légendes, on sait, ça nous donne énormément d'informations sur le mode de vie traditionnel, sur les valeurs aussi des communautés.
Donc, c'est un livre que j'ai produit en collaboration avec la communauté pour les biens des membres de la communauté. Et puis le deuxième, c'est un livre qui est beaucoup plus personnel. C'est un recueil de nouvelles, de 7 nouvelles inspirées des histoires de ma propre famille. Donc, moi, je viens de la famille du clan Nicolas. On a tout un folklore familial. Ma grand-mère se plaisait à me raconter ces histoires-là. Puis, je trouvais ça vraiment important de ne pas les perdre. Et puis, donc, j'ai rédigé ça. C'est un mélange de fiction et de faits aussi inspirés de nos histoires familiales. Donc, c'est paru à compte d'auteur cet hiver. Parfait. Donc, on peut se les procurer où, à compte d'auteur? Pour ça, il faut me contacter. Directement. Bon, ben, moi, je vais déjà en commander un exemplaire de chacun. Ça va me faire très plaisir de lire ça. On parlait peut-être aussi un petit peu en ouverture des chroniques que vous avez fait à Radio-Canada. Donc, ça consistait en quoi? Et je présume qu'elles sont encore en ligne disponibles. Oui, Espace autochtone, c'est un espace sur le site web de Radio-Canada qui est réservé aux enjeux autochtones. Donc, il y a des nouvelles, l'actualité, il y a des vidéos qui sont faites régulièrement et moi, je m'occupais de faire les chroniques hebdomadaires, donc chroniques sur des sujets d'actualité autochtone. J'ai fait ça pendant plus d'1 an, donc il y a environ 70 chroniques qui sont encore disponibles. C'est une bonne façon d'approcher certains sujets d'actualité. Puis, j'ai fait certaines chroniques radio aussi pendant l'automne. Puis, tout ça, évidemment, est disponible encore là, via la plateforme web de Radio-Canada. Excellent. Bon, on va aller fouiller pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai exploré un peu, mais allez-y, c'est très riche de contenu. Alors, vous avez préparé une présentation avec plusieurs images. Vous voulez un peu faire l'histoire à rebours. Alors, je vous laisse un peu aller là-dedans, puis je vais intervenir si j'ai des questions au fur et à mesure pour agrémenter le tout et peut-être pousser un peu plus loin certaines idées qui sont avancées et qui piquent un peu plus ma curiosité. Alors, je vous laisse un peu le plancher pour votre présentation. Merci d'être là. Mon défi aujourd'hui, c'est d'essayer de rentrer à peu près 8000 ans d'histoire dans 30 minutes. Donc, c'est très rapide. C'est vraiment un survol. Je pense que ce qui était le but aujourd'hui, c'était d'apprendre à mieux connaître la Première Nation Wassibéguk. Comme on dit dans notre langue, la langue Wolastoqey, on dit Kuwasikulpa, ce qui veut dire je vous souhaite la bienvenue. Et donc, ça me fait un grand plaisir, c'est même un honneur pour moi d'être ici. J'aime toujours parler de l'histoire de ma nation, c'est une grande fierté pour moi. Je vais un peu vous faire l'histoire à rebours, même si on le sait que traditionnellement, on dit que pour raconter une bonne histoire, il faut aller structurer du début à la fin, puis il ne faut surtout pas vendre le punch. Moi, aujourd'hui, je vais vous permettre de vous vendre le punch. Je vais commencer avec ce qu'on est aujourd'hui, ce que les gens voient de notre nation. Puis, c'est un choix que je fais de procéder à l'envers parce que vous allez voir, ça va prendre tout son sens. Moi, j'appelle ça marcher à reculons dans nos pas. C'est un ami personnel qui m'a présenté cette expression-là, marcher à reculons dans nos pas. Et puis ça veut dire qu'on reprend, on marche, on fait le sentier inverse qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, afin vraiment de mieux comprendre qui on est aujourd'hui. Et c'est une démarche que j'espère que vous allez apprécier dans cette présentation-ci. Et est-ce qu'il y a une façon de le nommer en Wolastoqey, marcher à reculons dans nos pas? Question piège, non, je ne sais pas. Je devrais vérifier ça. Donc, c'est ça. Si on commence par ce que les gens connaissent de nous aujourd'hui, c'est qui la Première Nation Wolastoqey, Wassibéguk? C'est qui ces gens-là qu'on appelait avant les Malécites de Vigée? Commençons donc par ça, tout simplement l'appellation, parce que si vous êtes le moindrement intéressé aux enjeux autochtones, vous l'avez constaté, c'est certain que depuis les années 70, la plupart des nations et des communautés autochtones ont amorcé un processus de réappropriation de leur nom traditionnel. Nous, on ne fait pas exception à cette règle-là, puis c'est en 2019 que la communauté a décidé de se réapproprier son nom traditionnel. Donc, juste pour vous dire quelques mots sur cette démarche-là, la communauté, elle souhaitait voir se distancier de l'appellation Malécite de Vigée pour 2 raisons. La première raison, c'était Malécite. La deuxième raison, c'était Vigée. Je vous explique. Vigée, c'était le nom d'un avocat et d'un politicien de l'ouest de Montréal.
comme c'était la coutume à l'époque, les gens importants, les notables, on leur donnait des cantons, des townships à leur nom. Donc, le nom de Denis Benjamin Vigée a été donné à un canton sur lequel se trouvait notre première terre de réserve. On va en parler plus loin. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la personne Vigée et notre communauté. C'est vraiment une association de type colonial. La deuxième raison, c'est que malécite, c'est un terme qui est employé dès le 18e siècle, principalement par les Anglais. Les Français qui sont venus avant les Anglais, on le sait, eux nous appelaient davantage aide-chemin au tout début de la colonisation. Lorsque les Anglais sont arrivés, ils ont utilisé un terme que nos voisins, les Mi'kmaq, utilisent, malécite, malécite. Ce terme-là signifie ceux qui parlent mal ou ceux qui parlent lentement. Grosso modo, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, c'est un terme qui est péjoratif. Mm-hmm. On ne saura jamais si c'était un sobriquet amical ou une façon de ridiculiser notre nation. On ne le saura jamais, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que ce n'est pas nous. On sait ce que nous sommes et nous sommes les Wolastoqiyik. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on a souhaité reprendre le terme traditionnel. On va essayer de démêler tout ça. Ça va à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et puis, je vois amalécite. Qu'est-ce que ça signifie, amalécite, en fait? Effectivement, oui. Le terme malécite, il y a énormément de variations. On a malécite, marichite, marichette et amalécite a été abondamment utilisé. Ça a été longtemps accolé à la communauté qui vivait davantage du côté du Québec. Mais ce sont toutes des variations du terme malécite qui est d'origine Mi'kmaq. Donc, si on essaye de se démêler avec tout ça, le terme Wolastoqiyik est très important parce que lui, il parle de notre identité. Et cette identité-là, elle est vraiment liée à notre territoire. Ce territoire-là qui a pour colonne vertébrale ou pour artère principale la Wolastoq. La Wolastoq, c'est ce qui a été renommé, ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme le fleuve Saint-Jean ou la rivière Saint-Jean. En 1605, Champlain a fait son premier voyage en Acadie et c'est à ce moment-là qu'il a nommé le fleuve Saint-Jean. Nous, cette rivière-là, on l'appelle Wolastoq. Ça signifie la rivière qui est bonne et qui est généreuse avec nous, qui est belle et généreuse. Donc, de ce terme-là, Wolastoq, on dérive Wolastoqiyik, une personne de la nation. Si on parle d'un adjectif, par exemple d'un canot de la nation, on va utiliser l'appellation Wolastoqiyik. Donc, un canot Wolastoqiyik. Et puis, si on parle du peuple ou d'un pluriel, on va utiliser Wolastoqiyik. Donc, je pense que c'est une belle illustration à quel point les langues autochtones sont descriptives, mais aussi du lien vraiment fondamental entre les Wolastoqiyik et leur rivière. Donc, on traduit souvent, on illustre la signification du terme Wolastoqiyik par le peuple de la belle rivière. On comprend que ce n'est pas une traduction littérale, mais c'est ce que ça veut dire. Mais il faut aussi éviter de voir la rivière comme étant le seul élément du territoire, parce que la rivière, la Wolastoq, c'est le centre d'un énorme réseau fluvial et de rivières et de lacs et de portages. Et il faut vraiment prendre tout ça en compte pour comprendre qu'est-ce que c'est notre territoire traditionnel, le Wolastoqiyik. Donc, justement, sur ces diapositives-là, on a à peu près une idée. Et là, moi, j'insiste là-dessus, c'est une idée. Parce que la carte, ce n'est pas le territoire. Et c'est très difficile de cartographier une idée. Par exemple, toutes les cartes qu'on voit aujourd'hui représentent une vue aérienne d'un territoire, alors que nos ancêtres étaient incapables d'avoir cette vision-là de leur territoire. Eux voyaient le Wolastoqiyik à partir des cours d'eau qu'ils parcouraient. Donc, c'est vraiment des idées. Mais quand on voit ces cartes-là, on a quand même une idée de ce que c'est le territoire traditionnel. Donc, ça englobe le bassin versant de la Wolastoq, du fleuve Saint-Jean et tous ses affluents et tous les endroits avec lesquels c'était possible d'être relié. Donc, la vision traditionnelle du territoire, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre aujourd'hui avec nos
notre volonté de cartographier et de tracer des frontières. Mais ces représentations-là, au moins, ben, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils présentent quelque chose d'assez proche de la vision traditionnelle. Donc, on a une vision floue. On voit que le partage territorial est flou. On est davantage axé sur les relations entre les nations avoisinantes que sur les frontières coloniales. Donc, ça, c'est un élément que je voulais partager avec vous. Puis, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette vision du monde-là, qu'est-ce que c'est que ce lien vraiment fondamental entre les Wolastoqiyik et leur rivière, il n'y a rien de mieux que la tradition orale pour nous l'expliquer. La tradition orale, de génération en génération, depuis des millénaires, elle transporte les savoirs importants, elle transporte les éléments essentiels de l'identité Wolastoqiyik. Puis à ce propos-là, je voulais absolument vous partager aujourd'hui une vidéo qui a été faite par des jeunes de la communauté. C'est un petit 3 minutes vraiment bien investi et puis c'est basé sur une légende, un élément de la tradition orale, je devrais dire, et qui relate l'origine de la Wolastoq. Puis je vous le présente, je vous le partage. En comprenant mieux l'origine de la Wolastoq, vous allez mieux comprendre qui on est aussi. Donc, ça vient du site de Wapikoni Mobile qui se prononcerait en fait en langue atikamekw Wabigoni. Aglabem na kase tanemen samagwan skitkumik. Aneta sibiel merchijuan. Naga guspemol gispatedul. Naga pumalsuinuak psidedama dolin haduak. Ibijol sikte gudwasmol tuak. Malumde jusalewe gizi alukaditit. Gizi pshida kania kinueta zilit wajinaji babechima waji milat pumalsuin zamagwan genuk tusahal naga kizi milan kinueta zilit depunekut elusmit chay samagwan gizi guspaluzit genuk made debiel wajibesk memesmit oneta pumalsuinuak Yalil welzoltinia ankuch idumoltuok Ngispas dahalu numes Ngispas dahalu jugols Ngispas dahalu guabit Naganid dahalu psigek Guanigega mechin heditit Ejigulos moltitit Malumde kujis kidabil Gizi jidakania Eyit akalabem Wajiwik hudak Kujuske tazu samagwan chil pumal suinuak Agalabam tasamen idem niduin negum waji bizissit Aneta kinueta zit gizi gibiksa abzil Bigisinte sakwi wahantuk Nagane pahal Hergwudibis dudagwit dahalu biamit bigzip Nagapskiatquil, Nutagwadul, Dahalu Gadukkel Pskiatuquil Zibik, Gesk Mibiil, Nutagwadul, Dahalu, Godasquil, Nika Neomesk, Zibuzizik. Alors voilà, ça fait une belle incursion dans la légende à l'origine de la rivière, n'est-ce pas? Et là, j'apprends à l'instant que c'est votre voix à la fin, donc félicitations. On entend une corde supplémentaire à cet arc déjà bien garni. Oui, je chante à temps perdu. Mais quand même,
C'est fort agréable à entendre. Alors, je vous laisse poursuivre la présentation. Merci. C'est ça, je tenais absolument à vous présenter ça parce que c'est vraiment un beau travail qui a été fait. Et puis, ça dit tout. Ça dit tout sur la relation entre le peuple et la rivière. Donc, je trouve ça très intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas à le partager. C'est sur le site du Wapikoni Mobile. Si on reprend notre discussion, donc si on repart aujourd'hui en fonctionnant à rebours, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens savent de la communauté Wassy-Bégouk? En général, ce qu'on dit, c'est que c'est une communauté très jeune et que ce sont des gens qui sont dispersés. C'est vrai. En fait, au Québec, on parle des Wolastoqiyik, qu'on appelait les Malécites de Vigée à l'époque, que depuis la fin des années 1980. Donc, c'est vrai que c'est en 1989 que l'Assemblée nationale du Québec a reconnu par une motion la nation malécite, à l'époque, comme la 11e nation autochtone au Québec. Alors, ce qui est important de savoir, ce que les gens ignorent parfois, c'est qu'on n'est pas né en 1989. Les gens existaient déjà. Les Wolastoqiyik étaient là. Ils n'ont jamais cessé d'exister. D'ailleurs, quand on parle de la nation Wolastoqiyik, la nation malécite, on parle de 8 communautés. Une au Québec, la nôtre, une dans l'État du Maine et 6 dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un peuple en entier. Donc, la communauté au Québec, ce qui est arrivé, c'est qu'avant 1989, elle était quand même reconnue au niveau du fédéral. Chaque communauté autochtone a un numéro. Nous, c'est le numéro 054. Ce numéro-là existait toujours. Il y avait des gens qui appartenaient à cette nation-là, excepté que pendant plusieurs dizaines d'années, il n'y avait plus de direction politique. Donc, il n'y avait pas de conseil de bande, il n'y avait pas d'organisation communautaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1989, il y a eu une reconstruction de la nation, un conseil de bande qui a été réétabli, et puis ça a permis au Québec de reconnaître officiellement la nation. Et le drapeau qu'on voit là, c'est un drapeau de toute la nation Wolastoqiyik? Ça, c'est le drapeau de la communauté Wassy-Bégouk. Okay. Et puis, on a un drapeau qui est très similaire, qui est le drapeau du Grand Conseil Wolastoq qui regroupe l'ensemble des nations, mais les couleurs sont différentes. Celui-là, c'est vraiment le drapeau titré à la Première Nation Wassy-Bégouk. Les gens savent généralement là, les Wolastoqiyik ne vivent pas sur réserve au Québec. Même si on a 2 terres de réserve, Kakuna et Kadaskomik, qui sont situées les 2 au Bas-Saint-Laurent, les 1600 membres de la communauté sont dispersés à la grandeur du Québec et même au-delà, notamment du côté des États-Unis, du côté du Maine surtout. Vous avez vu tout à l'heure hein, le tracé de la Wolastoq, elle serpente, elle fait pratiquement la frontière entre le Québec et le Maine. Donc, c'est normal, il y a eu de nombreux échanges de part et d'autre de la frontière. Moi, ma famille vient exactement de cette région-là qui est frontalière entre le Québec et le Maine. Qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui explique que les Wolastoqiyik sont dans une situation si unique comme communauté autochtone au Québec? Donc, c'est là que je vous disais plus tôt, c'est pour ça qu'il faut procéder à l'envers. La communauté des Malécites de Vigée, à l'époque, a été parmi les premières au Québec à se faire réserver des terres pour son usage exclusif. Et c'était il y a très, très longtemps, c'était en 1827. Donc, en 1827, c'est important de le mentionner, c'était à la demande des chefs de cette bande-là que le gouvernement a accepté de mettre de côté, mettre à part des terres pour former un établissement indien. Donc, c'est environ 3000 acres de terre qui étaient réservés pour environ une trentaine de familles. Et puis là, j'utilise volontairement établissement indien parce que ça fait très longtemps. C'était avant même le programme officiel de mise en réserve du gouvernement fédéral. Donc, à l'époque, on l'appelait l'établissement indien de l'île verte parce qu'on se trouvait là un peu dans l'environnement de la seigneurie de l'île verte. Plus tard, avec la formation du canton de Vigée en 1847, ça va prendre le terme Vigée
Et en 1851, ça va avoir le titre officiel de réserve avec la loi sur la mise en réserve. Les motivations du gouvernement étaient bien différentes des motivations de nos ancêtres par rapport à cette ère-là. Le gouvernement, c'était simple. Lui, il voulait sédentariser les sauvages, entre parenthèses, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et pour ce faire, pour les sédentariser, il voulait les convertir à la pratique exclusive de l'agriculture. Pour nos ancêtres, ce n'était pas exactement ce qu'ils voulaient. Bien sûr, ils voulaient ces terres-là pour sécuriser l'accès au reste du territoire, mais aussi pour faire l'agriculture comme à point, comme moyen de subsistance supplémentaire. Il faut connaître le mode de vie traditionnel de nos ancêtres pour comprendre qu'il n'y avait rien de très attrayant à tout quitter pour se consacrer uniquement à l'agriculture, qui pour eux était un mode de vie parmi tant d'autres, un mode de subsistance parmi tant d'autres. Sécuriser ces terres-là avait sans doute un but stratégique aussi parce que c'était des terres qui étaient fréquentées depuis toujours et c'était aussi un endroit sur le chemin des portages qui permettait de connecter le réseau hydrographique de la Wolastoq avec le fleuve Saint-Laurent. Donc, ce territoire-là était important, mais comme je disais, le gouvernement avait des visées et nos ancêtres avaient d'autres besoins qui ne se sont pas vraiment rencontrés. Il faut comprendre quel était à l'époque, quel était avant cette période-là le mode de vie traditionnel. Donc, on appelait un mode de vie de type semi-nomade, puis qui est basé sur le cycle sacré des saisons, sur le rythme des saisons. Donc, les Wolastoqiyik, en tant que peuple, ils se déplaçaient en suivant ces cycles naturels-là. L'hiver, les gens se séparaient, s'éparpillaient sur le territoire en petits groupements familiaux de quelques familles pour pratiquer les activités de chasse au gros gibier, la trappe. Donc, ils préparaient les fourrures, fabriquaient les raquettes, ils réparaient les canots, ils préparaient les outils. Lorsque les oiseaux migrateurs reviennent, on sait, le Wolastoqiyik est vraiment dans le corridor migratoire de plusieurs oiseaux. Puis dans notre tradition orale, on dit que les oiseaux migrateurs rapportaient l'air chaud sous leurs ailes. Donc, lorsqu'ils passaient, ça voulait dire que le temps était venu de se préparer, de se déplacer, de se mettre en route. En chemin, les gens profitaient de l'abondance de la migration des oiseaux, évidemment, pour la viande, les œufs, et puis de la montaison des différents poissons. Puis, ils s'assemblaient une fois le beau temps installé. La nourriture était beaucoup plus abondante en période estivale. Donc là, la structure sociale reprenait un format plus étendu. Il y avait des regroupements beaucoup plus grands. Et puis, c'est là que les gens se rassemblaient dans des villages qui pouvaient regrouper plusieurs centaines d'individus. Et même si on sait que les Wolastoqiyik sont un peuple semi-nomade, il y avait quand même la pratique de l'agriculture qui était faite dans certains établissements. Mais c'était une activité parmi tant d'autres. Donc, en sachant ça, on peut comprendre que nos ancêtres n'aient pas choisi de tout mettre leurs œufs dans le même panier et de se fier à l'agriculture qui, on le rappelle à l'époque, était une activité risquée. Hein. On parle des pestes qui attaquaient les récoltes, des gels, et sans compter que pour se mettre à l'agriculture, ça prenait le support du gouvernement. Et à l'époque, la réserve de Vigée, à tout le moins au début, le gouvernement a ni plus ni moins qu'abandonné cette communauté-là parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Entre autres, c'était l'époque de la rébellion des Patriotes. Donc, la petite communauté qui était dans l'arrière-pays de Rivière-du-Loup, ça n'inquiétait pas grand personne. Là. La communauté a été laissée à l'abandon. Cette réserve-là, qui était la réserve de Vigée, je vous ai montré l'emplacement. En fait, là, ça se trouve à être derrière Cacouna aujourd'hui, au Bas-Saint-Laurent. On est à une époque où la colonisation, ça va très, très vite. On le sait, là, dans ces années-là, le clergé incitait les Canadiens français à avoir beaucoup d'enfants et à se mettre à la culture de la terre. Donc, ces terres-là sont devenues convoitées rapidement. Et puis, on peut voir à la diapo suivante, la cohabitation elle a été très difficile. Donc, les gens de la communauté, les Wolastoqiyik étaient très mal perçus dans la région. Les gens avaient plein de préjugés, de réticences.
Je vous ai mis quelques extraits ici, là, ça vous montre ce que les gens pensaient des Indiens, entre parenthèses. Donc, forcément, ça mettait de la pression. Non seulement les terres étaient convoitées, mais en plus, il y avait vraiment des problèmes de cohabitation. Moi, c'est ce que j'appelle le trio infernal. C'est la collusion entre l'Église et l'État. Et c'est l'intervention de ces trois frères-là, principalement, qui a mené à la vente de la réserve. Parce que ces trois frères-là étaient très puissants. Celui au milieu, c'est Hector-Louis Langevin. C'était le premier secrétaire d'État aux affaires indiennes. C'est lui qui avait le pouvoir sur les terres de réserve. Ses deux autres frères, il y avait l'évêque de Rimouski, Jean Langevin, donc il était très puissant, et l'autre frère était le vicaire. Donc les trois ensemble, c'était vraiment ils étaient presque tout puissants. Et évidemment, bon, avec les pressions des notables du coin, ils ont manigancé pour faire en sorte que la réserve soit vendue pour que les colons puissent s'y installer. Donc, je n'entrerai pas en détail là-dedans, là, mais sachez qu'il y a eu cette collusion-là a mené éventuellement à la vente de cette réserve-là. En reculant dans le temps, on comprend que c'est en 1870 que tout a basculé. Donc, avec la disparition de cette réserve-là, on a perdu le lieu significatif. Les gens ont été forcés de se disperser et ils ont été exposés aussi à l'abus et à la discrimination. En n'ayant plus de réserve, les gens n'avaient pas accès à l'agent des Indiens qui, à l'époque, était responsable de fournir l'éducation, les soins de santé, de distribuer l'argent même, là, simplement l'argent auquel les gens avaient droit. C'était très compliqué. Et puis, petit à petit, les gens se sont éparpillés et ont été ignorés par les autorités. Ce que ça a fait, c'est que les gens de la communauté n'ont pas eu le choix. Il a fallu qu'ils intègrent les familles, les villages euro-canadiens. Il a fallu qu'ils prennent racine où ils pouvaient. Et puis souvent, ils l'ont fait en cachant leur identité. C'est pour ça qu'avant 1989, on entendait peu parler, ou presque pas parler des Wolastoqiyik sur le territoire du Québec. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça la mission qu'on a quand on raconte notre histoire. C'est on veut s'assurer que l'histoire de nos ancêtres ne tombe pas dans l'oubli et que les gens sachent aujourd'hui qu'on est là, on a toujours été là finalement. Tout à l'heure, peut-être, là, c'est un petit point en suspens. J'avais mentionné qu'il y avait 2 terres de réserve, Kakuna et Kataskomek. Elles ne sont pas habitées. Kataskomek, c'était une tentative de relocaliser la population. Ça a échoué parce que c'est un endroit qui était vraiment désertique. Là. Il n'y avait pas de ressources suffisantes là. Et c'était très éloigné là, des centres d'intérêt. Puis Kakuna, c'est la plus petite réserve au Canada. Juste pour faire une comparaison, là, la réserve, on pourrait la rentrer 12 fois dans le carrefour Laval. Donc, évidemment, on ne peut pas vivre en communauté sur cette terre-là. Le cercle, ça, c'est une image universelle que tout le monde comprend. C'est simple. Pour les peuples autochtones, le cercle, ça porte des enseignements très importants. Ça nous indique comment vivre, comment comprendre le monde. Puis notre histoire à nous, l'histoire de notre communauté n'est pas différente de ça. Elle correspond aussi au mouvement décrit par le cercle. Puis si j'ai commencé à vous raconter l'histoire par la fin, c'est pour ça. C'est pour mieux revenir à la fin, revenir à ce qu'on est aujourd'hui, puis envoyer le message que la perte des terres de Vigée, puis la dispersion des membres, c'est pas la fin de notre histoire. C'est un peu le début d'un nouveau cycle. On va le voir comme ça. Puis aujourd'hui, bien, ce que ça veut dire, c'est que pour la communauté Wolastoqiyik-Quasibégouk, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se retrousser les manches, il faut se reconstruire. Ça veut dire se rassembler, se réapproprier notre histoire, notre identité, notre culture, notre langue. Ça veut dire apprendre notre passé, le connaître pour mieux aujourd'hui être capable de faire face aux défis de l'avenir. Puis heureusement, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à y croire, même si c'est pas facile à tous les jours de faire ce cheminement-là. Je réitère l'importance de continuer à nous battre collectivement pour que l'héritage de nos ancêtres ne soit pas perdu. Si on refait la boucle, on revient au départ. Aujourd'hui, la Première Nation Wolastoqiyik-Quasibégouk, c'est environ 1600 membres dispersés à la grandeur de la province de Québec. Plusieurs efforts qui ont été faits pour redonner une vigueur à la communauté.
de deux façons. La première, c'est par le développement économique, notamment par l'industrie des pêches, par l'éolien. L'autre axe de redonner de la vigueur à notre Première Nation, évidemment, c'est par la culture. Donc, c'est un incontournable. C'est un long processus. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Puis, entre autres, ce que je vous partage ici, c'est le fruit d'un travail qui a été fait au niveau de la communauté l'année dernière. C'est la mise en ligne du premier site trilingue anglais-français-wolastoqey, qui est un site de langue et de culture aussi. Il y a énormément d'éléments de la culture que vous pouvez retrouver sur ce site-là. Donc, je vous invite à aller le consulter. C'est fait en systématique, puis c'est axé sur l'apprentissage de la langue par la conversation. Marie-Ève a d'ailleurs mis déjà le lien dans les commentaires, donc ne vous gênez pas pour y aller. Je suis allé, c'est vraiment intéressant. Il y a l'audio aussi, en plus du visuel, donc c'est très bien fait. Félicitations pour l'initiative. Vous pouvez faire des recherches en ligne pour trouver des mots aussi. On a énormément de défis, c'est vrai, principalement causés par la dispersion des membres et par l'effritement aussi du tissu social qui a eu lieu pendant les années, les décennies plus sombres. Hein. Évidemment, il y a certaines familles qui étaient très, très éloignées de leur héritage, plus que d'autres. Donc, il faut composer avec tout ça. Mais malgré les défis, je pense que la communauté est plus vivante que jamais. Là. Puis les projets, ils sont très nombreux. Il y a un foisonnement. Puis, vous l'avez peut-être remarqué, hein, que dans les dernières années, on est beaucoup plus présent dans les médias, dans les différents événements et même uniquement sur la scène des Premières Nations du Québec. On est beaucoup plus présent et ça fait du bien à voir. Puis, j'espère que vous serez d'accord avec moi qu'on gagne à être connu. Ktakomiq, c'est comme ça qu'on le prononce? Ktakomiq. Ktakomiq. OK. Ça, c'est des spectacles de danse. Il y a un artiste aussi de musique que vous m'aviez suggéré. Oui, vous avez parlé de Jeremy Dutcher. Voilà. C'est pas un membre de la communauté Wassibéguk, c'est un membre de la communauté Nipguttuk au Nouveau-Brunswick, mais c'est la même nation, c'est la même langue. Et Parfait. Puis, Jeremy Dutcher a gagné des prix au niveau national, international. Et lui, son projet, c'était extraordinaire, c'était d'aller chercher des vieux enregistrements faits par des anthropologues au début du 20e siècle. Et il avait enregistré des aînés de la nation qui faisaient des chants traditionnels au tambour. Et puis, il a été chercher au musée ces enregistrements-là et a refait des arrangements. Donc, on entend en superposition ces arrangements qui jouent du piano et on entend en arrière l'enregistrement traditionnel des aînés. C'est vraiment un produit unique. Il faut aller l'écouter, c'est ça. On le trouve facilement là, en tapant Jeremy Dutcher. Ouais. Puis on a accès à son œuvre. Alors, c'est formidable. On a plein de pistes pour continuer l'exploration. Merci infiniment, Édith, pour cette présentation. Merci à vous tous, évidemment, d'avoir été là. Vous avez été une trentaine, une quarantaine à certains moments. Donc, j'espère que vous pourrez le partager, l'envoyer à d'autres parce qu'on s'enrichit, hein, on apprend de plus en plus. Vous voulez revoir les émissions, c'est sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. C'est facile. On fait des petites retouches pour YouTube là, pour donner un petit bonus, si on veut. Je vous rappelle l'événement du 4 mai, comment mieux faire connaissance, une conférence pour en savoir plus, organisée par l'Université Laval et la chaire publique Allier. Mon nom est Serge Bonnet, je suis directeur de la chaire publique Allier. Ça a été un grand plaisir. Vous pouvez aller voir le site web aussi de l'Université Laval, dans le calendrier des conférences. Vous allez pouvoir le trouver en tapant pour en savoir plus. Rendez-vous jeudi, 10h30, pour découvrir une nouvelle perle, c'est la nation Anishinaabe, ou Algonquin, avec Véronique Rankin. Vendredi, 10h30, donc 2 jours de suite, le peuple Wendat avec Louis-Carl Picard-Sioui. Alors, Édith, le mot de la fin, comment on dit merci et au revoir en langue wolastoqey? On dit Waliwan, Apchach, Nomio. Parfait. Voilà, on termine là-dessus. Merci à tous. Au plaisir.